Alors, on va faire un petit tour de table rapide. On va commencer par notre ami Stéphane. Oui, bonjour, moi je m'appelle Stéphane, je suis cofondateur et dirigeant de la société Vertis. On est éditeur logiciel et on développe un écosystème qui va permettre de virtualiser simplement et rapidement des infrastructures plutôt techniques à l'aide de la visite virtuelle, enrichie, partagée, collaborative, etc. Super, merci Stéphane. Sylvain? Oui, bonjour, donc nous on a développé un operating system donc, qui vous abstrait de toute la complexité du cloud, de la 3D en général. Donc ça permet à chacun, on verra tout à l'heure avec des étudiants qui ont réussi à développer des espaces collaboratifs instantanément. Voilà. On me dit de mettre le micro près de la bouche. Alors je répète tout simplement ce qu'on me dit. Entendu. Alexandre Berche, directeur marketing et communication de Versity, métaverse dédié à l'immobilier et à tout l'écosystème de la transaction immobilière. Et bonjour Dominique, Christophe Auger, actionnaire et co-dirigeant du portail immobilier Bien Ici, et puis apporteur de solutions 3D pour l'immobilier. Super, merci Christophe. Patrick? Oui, alors moi je suis artiste, donc je développe un métavers en particulier qui est le Moyaland, donc je parle que de moi en fait. Donc je n'ai aucune solution à offrir, à part qu'on peut venir visiter mon monde virtuel qui est à la même adresse, au même endroit depuis 16 ans. Donc si on prend un vieux site internet et qu'on clique sur le lien vers mon monde virtuel, depuis 16 ans, il est accessible. Alors ça tombe bien, puisque tu as le micro, Patrick. Bon. Tu vas le garder et tu vas nous expliquer pour quelle raison, qu'est-ce qui t'a amené à faire Moyaland. D'où ça te vient cette idée? On a beau être artiste, ce ne sont pas tous les artistes qui, il y a 15 ans, commençaient à travailler dans Second Life. Oui, je crois, j'ai que 5 minutes, je vais pas, parce que ça pourrait être très long. T'inquiète pas, je vais t'arrêter avant. Disons que dans les années 75, quand j'étais à la Villarson, donc l'école des Beaux-Arts, l'école des arts décoratifs, j'avais l'idée que le futur de l'art serait complètement transformé par les nouveaux médias, et en particulier la télévision, qui était un moyen de transmettre une image instantanément d'un point à l'autre. Et je disais que si la Joconde avait été faite en direct, on n'aurait plus du tout parlé de Léonard de Vinci, il n'y aurait pas d'histoire de l'art, mais on n'aurait parlé que de la Joconde. Donc pour choquer mes profs, je disais Guy Lux est le plus grand artiste d'art contemporain, Claude François aussi, et vous ne le savez pas parce qu'ils sont masqués par leur créature, donc il faut que l'artiste devienne une créature et rentre en direct dans l'image. Et c'est vrai que jusqu'à Second Life, j'avais aucun moyen de rentrer en direct dans l'image. Donc j'avais créé avec des logiciels 3D à l'époque, j'avais créé un monde virtuel, mais personne ne pouvait y accéder. Il n'y avait que moi. Je vendais juste sur un CD à l'époque, je vendais le film qui allait vers la sculpture virtuelle, par exemple, bien avant le NFT. Et le jour où j'ai découvert Second Life, je suis rentré dedans et j'en suis plus sorti. Au point qu'à un moment donné, je vendais plus d'œuvres, je travaillais plus. Et je ne pouvais plus payer mes îles de Second Life, donc j'ai dû faire une sorte de système un peu d'horaire où j'avais la journée, je travaillais sur mes toiles pour pouvoir vendre, et le soir, j'étais dans Second Life. Donc tous les soirs, je suis dans Second Life et on peut me retrouver. Voilà. Donc, mais je suis dans d'autres mondes virtuels. Je suis rentré aussi dans Meta, j'ai 5 petits mondes dans Meta, sur Roblox, sur VRChat, etc. Donc tu vis depuis environ 15 ans, 16 ans maintenant. Oui. 16 ans, pardon. Oui. La moitié de ton temps dans la vie réelle et dans le monde virtuel. Oui, tous les soirs quasiment. Même quand je suis à l'hôtel, là, ce soir je suis à l'hôtel, je pense que je vais aller dans Second Life depuis l'hôtel si j'ai le Wi-Fi. Tu es quand même un des premiers artistes au monde à utiliser, à vivre dans la 3D, dans le métaverse. Pas exactement. En 2007, ça a été le buzz du métavers, en fait. On disait métavers à l'époque, ensuite on l'a plus dit, puis on l'a redit après. Il y a eu un buzz énorme où tout le monde est rentré, même Google avait créé un métavers. Il y a plein de métavers qui sont créés. Un chinois qui s'appelait EPE, qui s'est créé sur le modèle de Second Life, qui a disparu en 2 ans. Et donc, il y a eu vraiment un buzz énorme. Et beaucoup d'artistes sont rentrés en 2007, mais pour 3 jours, par exemple. Pour 2 jours, il y a des gens de la Villarson, par exemple, ou des écoles des Beaux-Arts de Paris qui sont rentrés, mais pour 2-3 jours, juste pour faire le buzz. Alors que moi, je ne suis pas rentré pour faire le buzz parce que je suis resté même quand c'était plus le buzz. Quand tous les journalistes me disaient, mais je croyais que c'était fini Second Life, je continuais de défendre Second Life et d'y vivre. Donc j'ai fait un peu l'inverse. Mais donc je ne suis pas vraiment le premier. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont rentrés très vite, mais aussi pour des raisons financières, parce que Second Life, les serveurs de Second Life coûtent cher, et donc j'ai quand même 7 000 € de budget par an à peu près de serveurs, en fait. Parce que j'ai un monde gigantesque. Effectivement, c'est assez gigantesque. Super, ouais. Merci Patrick, merci beaucoup. Alors Sylvain, j'aurais donné la parole à Sylvain maintenant. Sylvain, tu es vraiment à l'initiative maintenant d'une nouvelle technologie que j'ai pu moi-même apprécier et décortiquer, si on peut dire, au niveau technologique.
D'où ça te vient cette idée Qu'est-ce qui t'a amené à en arriver là? Alors un peu comme Patrick, avant je faisais des démos parties moi. Et le problème c'est quand on fait une démo partie, donc il y a un challenge, on doit faire 30 images, 60 ou 90 images secondes, quelle que soit la complexité du monde, comme dans les jeux AAA. Et dans les jeux AAA, effectivement, si on n'a pas cette fluidité d'image, ça se dégrade et c'est pas bon. Donc depuis 20 ans, en fait, je cherchais à développer des moteurs, donc j'en ai créé 4 dans ma vie, mais vraiment from scratch. On ne fait pas d'Unity, pas d'Unreal, pas de standard. Et là, le dernier, en fait, il permet vraiment à chacun d'accéder à une puissance de calcul hors norme. Parce qu'on est dans le cloud. Et contrairement à tous ceux qui utilisent des plateformes 3D cloud, on ne fait pas de pixel streaming. Le pixel streaming, ça coûte affreusement cher. Nous, on a créé une abstraction qui permet vraiment de partager de la 3D temps réel sur n'importe quel dispositif. Donc, la connexion est instantanée. Le chargement, il n'y en a pas puisque c'est directement rentre dans le monde. Et les coûts de production sont très bas parce qu'elles sont réparties sur plusieurs. Par exemple, sur un GPU, on peut avoir 70 sessions simultanées sur un petit GPU. On a fait 2 brevets avec NVIDIA il y a 10 ans. Il se trouve que le meilleur ami, mon meilleur ami, il faisait des coding parties comme moi, il a 51 ans. Il a 102 brevets chez NVIDIA et j'ai 2 brevets avec lui. Donc, je sais de quoi je parle. Donc aujourd'hui, tous ceux qui font du Unreal ou du Unity, c'est très bien, ça permet de faire des POC, mais c'est pas du tout future-proof. Et on s'en est rendu compte aujourd'hui avec plein de startups qui ont monté des mondes et qui sont mortes aussitôt qu'elles sont existées parce que les coûts d'exploitation étaient trop importants. Dans le bâtiment, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez plein de logiciels différents. Il faut passer d'un logiciel à l'autre en permanence, même dans le monde virtuel. C'est pas possible. Il faut du all-in-one. Voilà. Alors tu viens 3Dverse / Visua, société sœur, vient d'être financé lourdement. Là, quelle est ta stratégie maintenant là? L'idée, c'est d'augmenter la communauté. Donc, on va travailler sur différents verticaux. Donc, il y a la culture avec les musées, mais aussi les artistes. On a aussi médical avec Vis Medical qui a été FDA approved, c'est-à-dire que notre moteur est un dispositif médical. C'est le seul moteur 3D aujourd'hui en dispositif médical. Voilà. On a aussi le fashion business avec S-Mode et le LVMH, le Bon Marché, tout ça. On a aussi tout ce qui est bâtiment avec différents groupes avec qui on commence à avancer aujourd'hui. Il y a aussi le sport. Tous les verticaux aujourd'hui sont touchés à ça parce que c'est comme un operating system, c'est comme Windows en fait, dans le cloud. Donc ça t'abstrait de toute la complexité de créer des applications assez lourdes où il faut un ingénieur Unreal, un ingénieur cloud et payer des infrastructures qui sont hors de prix, quoi. Donc maintenant, ta stratégie, là, c'est vraiment de disséminer ta technologie dans la communauté. Voilà, il faut dans la communauté. Et c'est aussi pour ça que on travaille ensemble. Tu es très, très orienté vers la communauté et vers les entrepreneurs. On les aide à embarquer dans ces technologies du cloud à bas coût, mais avec un niveau de qualité AAA, quoi. Voilà. Et en plus, c'est une technologie développée par des Français quand même. Oui, comme beaucoup. Basée à Montréal. Malheureusement, mais c'est comme ça. Les investissements, c'est nord-américain. En France, on joue en CFA, quoi. Avec des champions, c'est là-bas, quoi. Donc, quand on entend une boîte française qui nous dit « Vous savez, nous, on fait de la tech en France », on les regarde, on fait « Sérieux ?» Non, faut arrêter de rigoler. Il y a Montréal, Los Angeles, San Francisco, Seattle, et le reste... Dans ton secteur le AAA, en tout cas, la 3D temps réel, oui. Le reste, après, ce sont des agences qui utilisent des moteurs 3D par-dessus, mais qui ne maîtrisent absolument pas ces histoires de 30 images secondes, 60 ou 90 images secondes. Le nombre de startups qui vous disent on va faire du 90 images secondes dans un casque VR en streaming, on se marre. Même Autodesk le dit. Ça ne peut pas fonctionner. C'est juste une question mathématique. Voilà. Super. Alors, merci Sylvain. Stéphane, vous aussi, vous êtes des champions de la 3D parce que avant de faire ce que vous faites, vous avez un long passé. Tu peux en dire 2 mots, s'il te plaît? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce qu'est aujourd'hui Vertis? Oui, avant Vertis, on était chez GoPro, donc dans la filiale Color. On était l'équipe qui a développé la possibilité de sortir des images 360 depuis les caméras grand public de GoPro, donc la GoPro Fusion puis la GoPro Max. Donc on avait développé la technologie, puis on avait intégré des logiciels, développé des logiciels pour permettre aux utilisateurs de GoPro de créer ces photos 360 et ces vidéos 360. Et donc pourquoi tu as basculé après avec Vertis? C'est quoi la genèse du projet? L'idée, c'était de pouvoir aussi démocratiser les technos 360 auprès des industriels, donc faire un peu plus de B2B. Puisque toute l'activité GoPro était quand même essentiellement B2C et l'idée, c'était de développer les technologies dans les caméras. Nous, on a eu envie aussi d'exporter ces technologies et de les rendre accessibles dans le monde industriel auprès des techniciens, etc. etc. Et tu peux nous dire, sans dévoiler des choses confidentielles, je sais que tu as des beaux contrats là, qui ont été signés.
Ouais, on travaille. Et les cas d'usage, c'est quoi les cas d'usage? On travaille avec des grands comptes industriels. Donc l'idée, nous, vraiment, l'objectif, c'est de simplifier au maximum l'ergonomie. C'est-à-dire que toutes les technologies, tous les logiciels qu'on peut mettre à disposition des utilisateurs, souvent, ce qui rebute, c'est l'ergonomie, c'est la difficulté, c'est pléthore de fonctionnalités. Nous, on a vraiment décidé de se concentrer sur des fonctionnalités phares, vers des choses qui sont très appréciées aux côtés des techniciens des grands comptes. Et l'idée, c'est de les rendre aussi autonomes. Donc démocratiser un peu l'approche, je dirais technique, mais avec une IHM, une interface homme-machine. Ouais, exactement. L'idée, c'est d'oublier que derrière, il y a de la technologie. C'est vraiment de faire comme si les choses étaient simples et triviales. Et donc le futur là pour Vertis, c'est quoi vos projets de produits là ou nous, on est en train de développer un écosystème complet. Donc on était parti avec une plateforme web pour construire rapidement, facilement des visites virtuelles à partir de Média 360. Là, on est en train de sortir une application mobile qui va permettre de simplifier tout ce qui est captation. Donc l'idée, c'est que le technicien part avec sa caméra 360 et l'application mobile, récupère les photos sur le terrain et peut synchroniser tout pour créer des visites virtuelles le plus rapidement possible et le plus automatiquement possible. Super. Pour les partager hyper vite, on se rend sur un site, on fait des photos, dès qu'on a accès à un réseau, on synchronise, on peut partager au sein de l'organisation de la photo 360. Ça, c'est une nouvelle application qui a un nom? Ça s'appelle Sphérique. Sphérique. Ouais. Tout l'écosystème logiciel s'appelle Sphérique en fait, web et mobile. Ok. Donc super. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Ah, j'imagine. Alors Alexandre, on ne se connaît pas beaucoup, mais c'est avec plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui. Alexandre, vous pouvez dire un peu d'où vous venez et puis qu'est-ce qui a amené votre groupe à aller vers City? Alors la jeunesse du projet, nous, c'est notre histoire, hein, parce que avant Versity, c'était les agences de papa. Les agences de papa, c'est une agence immobilière 100% digitale qui a une belle histoire, qui a fait un peu de bruit grâce à une campagne de communication menée avec un ambassadeur de poids, Teddy Riner à l'époque, qui nous a fait connaître et qui a fait ce que est devenu les agences de papa. Et en fait, en tant qu'agence immobilière, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de pain points en fait, dans notre parcours d'utilisateur. Et le pain point principal, c'est que pour nos agents immobiliers, il y avait finalement trop de demandes de visite pour un même bien. Et on s'est posé la question de pourquoi. Et en fait, là, en réalité, c'était parce que les demandes de visite n'étaient pas forcément qualifiées, parce que les gens n'avaient pas forcément l'information nécessaire pour se rendre compte réellement du bien qu'ils allaient visiter. Et donc, on s'est dit, comment pallier à ça? Et l'environnement 3D, pour nous, était quelque chose qui nous semblait évident. Et plus que ça, c'est d'aller rendre immersif cet environnement 3D et de pouvoir donc le visiter en immersif et se balader à l'intérieur du bien immobilier avant même de s'y rendre. Donc le bien immobilier, mais aussi son environnement, donc la rue dans laquelle il se trouve, la cage d'immeuble dans laquelle l'appartement se trouve si c'est un appartement, les commerces qu'il peut y avoir autour, toutes les infrastructures, écoles, commerces, etc. Et donc on a été amené à réfléchir à comment faire ça, et rien de mieux que le métaverse et le Web3 pour ça. Et donc on s'est appuyé sur la blockchain, on a monté tout ce projet. Aujourd'hui, on a un gros enjeu derrière tout ça, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du trafic. Aujourd'hui, la communauté qui va dans le métaverse est assez restreinte pour le moment. Et donc, on a tout un vrai enjeu pour nous de communication et de vulgarisation, d'apprentissage auprès du grand public de ce que c'est que le métaverse, le Web3, et donc de ramener du trafic et de faire en sorte que notre plateforme soit un néo-MLS tel qu'aujourd'hui peut l'être bien ici ou se loger, mais on a l'ambition, nous, de pouvoir proposer une plateforme de diffusion un peu différente, innovante aussi, et je pense qu'on a une possibilité aujourd'hui grâce au métaverse de le faire. Super. Alors Christophe, on s'est connu chez Nexity et donc aujourd'hui tu as la présidence de Bien d'ici. Tu viens de te rapprocher de Habiteo. Est-ce que tu peux nous dire un peu déjà qu'est-ce qui a amené au départ Bien d'ici à avoir une plateforme 3D? Parce que quand même, il faut le savoir, Bien d'ici, c'est le seul site internet à avoir une démarche 3D depuis le départ au monde. Hein. Quand même, il faut le savoir, c'est pas rien. Et pourquoi Habiteo maintenant alors? Oui, tout à fait. L'histoire, je vais rebondir sur ce que tu disais, c'est le client du promoteur Nexity, les clients qui ont fait qu'on a pensé à ce projet. C'est-à-dire, à l'époque, c'était en 2014, donc on ne connaissait même pas le mot métaverse. Hein.
chez nous. Enfin, chez vous, oui, mais nous, on s'est dit, avec les bookings qui commencent à faire de la concurrence à l'hôtellerie, nous, dans l'immobilier, il faut qu'on ait une solution digitale 3D à proposer aux clients. Et on a rencontré une boîte qui nous a aidé à monter ça, qui était spécialiste de cartes 3D, qui ne faisait pas exactement ce que fait Habiteo aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a lancé en 2014 cette sorte de métaverse de base. Et après, il a fallu le remplir de biens immobiliers. Donc aujourd'hui, on en a 600 000, donc dans le neuf, mais aussi dans l'ancien, et pour la location. Et alors, l'idée d'acheter Habiteo ensuite, parce que la carte 3D, c'est bien, mettre les petites annonces en mieux, c'est bien aussi. On a apporté la géolocalisation. Mais maintenant, on s'est dit, ça serait bien d'aller faire comme vous, d'aller apporter plus, quoi, de la visite, de la modélisation de bâtiments. Et ça, c'est techniquement, c'est déjà pas facile. Et donc, bravo pour tous ceux qui avancent là-dessus. Mais alors après, ce qui est compliqué, c'est tout ce qu'on se dit depuis des années. Là, c'est comment on l'enrichit de data, mais pour que ça soit intéressant. Et c'est là où on a beaucoup de travail encore, parce qu'on sait tout faire, mais on n'a pas le modèle pour enrichir suffisamment en données toutes ces plateformes pour que justement après les gens viennent et passent du temps dedans. C'est bien de montrer, mais il faut aussi donner les informations qui correspondent à ce que les gens cherchent. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire pour brancher tous les opérateurs immobiliers, les agences immobilières, etc. Quoi, voilà. Donc on a pas mal avancé, mais il y a encore beaucoup de travail pour aller jusqu'à un métaverse, je dirais, sur le versant très réel quand même, parce que derrière, il y a un bien qu'on peut acheter et qu'on peut louer. Voire même, on peut signer électroniquement l'acquisition d'un bien dans le neuf. Donc on n'a pas trop de barrières techniques, mais on a beaucoup de barrières économiques, de modèles, de flux relationnels, de sujets juridiques. Voilà. Et puis après, il y a l'animation de cette communauté. Et là, évidemment, on ne pourra pas rivaliser avec... c'est pas forcément le but, mais on cherche un petit peu à comment mettre un peu de... Je sais pas, d'humour. Parfois, on le fait pour Halloween, mais comment on enrichit pour qu'il y ait une expérience utilisateur un peu marrante, quoi, un peu sympa, au-delà de visiter et de se projeter. Hein, voilà. Donc notre maître mot, c'est projetez-vous vraiment. Et ensuite, on va essayer d'enrichir les services. C'est d'aller vers plus de services. Quoi, voilà. Sylvain, toi qui es dans la techno et qui connais bien aussi le BIM, comment tu vois, pour rebondir sur ce que dit Christophe, comment tu vois l'interaction en amont, en aval, avec des plateformes 3D comme Bien d'ici ou comme Versity? En fait, nous, comme on a un operating system, on est vraiment la base. C'est-à-dire qu'en gros, vous voulez de la 3D temps réel, vous voulez que le coût d'exploitation soit relativement bas, vous voulez programmer à l'intérieur, vous voulez mettre des IA à l'intérieur, vous voulez mettre des logs, vous voulez mettre de la data. C'est vraiment fait pour ça, en fait. Il a été imaginé pour ça. Vous imaginez, quand on fait une planification chirurgicale, on ne peut pas s'amuser à aller regarder les datas en téléchargement. Non, il faut que tout soit en all-in-one. Donc nous, on est capable aujourd'hui de développer des applications web app en all-in-one. Il y a une seule interface et vous pouvez interconnecter autant de data. En fait, quand on dit métaverse chez nous, c'est vraiment la réunion entre les humains, les logiciels et les machines. C'est vraiment ça le métaverse. Quand on voit Matrix, on a le combat des trois mondes, humain, machine et logiciel. Et bien, à l'interface de ça, il vous faut un operating system parce que sinon, il va falloir dealer avec le cloud. Le cloud, c'est le microservice, il y en a 130. Vous savez combien coûte un ingénieur cloud aujourd'hui? Un Kubernetes, un Docker, ça coûte super cher et c'est très compliqué à utiliser. Donc si vous abstrayez ça au même titre que dans les années 90, quand on a sorti les systèmes d'exploitation pour éviter d'aller taper bonjour, on a tapé 800 lignes de code pour communiquer avec l'écran, le clavier, la souris, tout ça, c'était compliqué. L'operating system est arrivé, on tape bonjour, c'est fini. Là, c'est pareil, c'est aussi simple que ça. Vous voulez faire bonjour dans le métaverse, vous passez par un operating system. Créer une application, c'est très simple. Ça reste des REST API, donc c'est du web, voilà. C'est de la 3D, c'est accessible à tous. Il n'y a pas de téléchargement, il n'y a pas d'application à copier, comme on fait avec du pixel streaming, mais avec des coûts qui sont en bien bas. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde travaille avec des outils des années 90 et ils essayent de monter des applications par-dessus des trucs qui transpirent partout, qui coûtent très cher. Et à la fin, quand on voit les coûts d'exploitation, on met la clé sous la porte. Voilà. Toi, Stéphane, avec ce que tu développes, comment tu vois le pont entre la 3D vectorielle, bitmap et ce que tu fais? Tu vois cette interopérabilité entre ces mondes? Mais quelque part, nous, c'est de la texture, en fait. C'est-à-dire que derrière, c'est de la 3D. C'est des technos qui sont relativement anciennes et prouvées aujourd'hui. Il n'y a pas de moteur hyper innovant, mais ce qui se cache derrière les textures, c'est de la 3D. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va pouvoir petit à petit amener de la data vectorielle sur les visites virtuelles, on va pouvoir faire des ponts avec de la 3D, avec de la data temps réel, etc., etc. Donc le lien, il est direct, en fait.
Donc pour toi, il n'y a pas de problème d'interopérabilité avec les mondes plus vectoriels, on va dire. Non, il n'y a aucun problème. Il suffit de récupérer les infos depuis une API et des infos vectorielles. On est capable de les afficher dans l'espace 3D qu'on visualise aujourd'hui. On n'en visualise que la photo, en fait, que la texture aujourd'hui, rien de plus. Mais tout est prêt. Et toi, Patrick, par rapport à toute cette... Par rapport à toute cette technologie, comment tu pourrais les utiliser? On peut rebondir sur l'interopérabilité, c'est que c'est un des mots qu'on emploie beaucoup depuis d'ailleurs depuis 2007. On emploie beaucoup le mot interopérabilité pour parler de la possibilité, le rêve en fait d'aller d'un métavers à l'autre. Et à l'époque où Second Life est né, dès qu'il y a eu d'autres métavers qui sont arrivés, tout le monde s'est dit dans Second Life, il faudrait qu'on puisse aller de Second Life à EPI, le monde chinois, à Google, etc. Et ça, c'était impossible. Mais bizarrement, on oublie que Second Life l'a créé. C'est-à-dire Second Life a créé un open source qui permet de faire des îles de Second Life dans son ordinateur et de le faire en réseau, où on peut sauter d'une île de Second Life officielle à, par exemple, une grid américaine, une grid italienne. Il y en a des milliers de grids qui appartiennent même à des individus, et on peut sauter de Second Life à ces grids-là. Mais le grand problème, c'est qu'il n'y a personne dans ces lieux-là, parce que le gros problème du métavers, c'est qu'en réalité, plus il y a de métavers et moins il y a de monde dans chaque métavers. C'est-à-dire que quand, par exemple, est arrivé Spatial, beaucoup de gens se sont dit on va partir de Second Life qui est très cher et on va aller dans Spatial qui est gratuit. Sauf que bon, finalement, quand même, c'est pas pareil. Il n'y a pas les mêmes possibilités. Il y a pas Quand je suis dans Second Life, je décide le soir de faire un concert et d'amener un DJ. J'ai 60 personnes qui arrivent en une heure, je veux dire. Donc, et ça, dans d'autres mondes virtuels, on n'arrive pas à le faire. Donc, quand on veut faire un vernissage virtuel, à chaque fois que je fais une expo, je fais un vernissage virtuel avant. J'organise ça dans la journée. En fait, je ne me prépare pas avant. Et les invitations, je les envoie à une communauté. Et l'important, c'est la communauté, c'est de créer des communautés. Et quelquefois, c'est très étrange. Je donne souvent l'exemple de VRChat. Personne n'aurait imaginé que dans VRChat, où on ne peut pas écrire, il y ait énormément de sourds-muets. Parce qu'en réalité, dans VRChat, comme c'est en VR, il y a toute une communauté de sourds-muets qui parlent avec le langage des signes, grâce aux mains virtuelles. Et ça, c'est totalement... c'était impossible à imaginer au début de VRChat. Moi, je me suis dit, VRChat, on ne peut pas écrire. C'est un peu embêtant pour les gens qui ne peuvent pas parler. Et bien, en réalité, il y a même des personnes qui n'aiment pas parler dans les mondes virtuels, qui apprennent le langage des signes pour parler dans VRChat. Donc, on ne sait jamais ce qui va arriver, en fait. Et c'est pareil pour les... Je pense que ces mondes qui sont ces métavers immobiliers, à mon avis, il est possible aussi qu'ils deviennent des vrais métavers. C'est-à-dire que les gens s'amusent à y aller. Par exemple, moi, j'utilise Clapty, qui est un système pour l'immobilier en 360 degrés. Je l'utilise pour partager mes mondes virtuels. Pour les gens qui ne veulent pas aller sur mon monde virtuel, ils peuvent visiter en 360, puisqu'on peut prendre des photos en 360 dans Second Life. Je le mets dans Clapty, qui est gratuit, parce que c'est gratuit aussi. C'est-à-dire, je le mets dans Clapty, qui est gratuit, pour qu'on puisse visiter, on visite la rue Moya, on visite les musées, on visite les copies d'expo. Voilà. Donc, il n'est pas impossible que j'aille dans les métavers immobiliers pour m'amuser à squatter les appartements. Patrick, quand même, j'ai une petite... ses propos sont toujours visionnaires. Hein. Moi, c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup avec Patrick. C'est qu'il ne l'a pas dit, mais il réfléchissait déjà, il travaillait un peu sur les démarches Internet en même temps même que l'Internet. Ouais, je sais qu'il est très modeste. Mais... Je lisais Science et Vie. Dans Science et Vie, il y avait tout à l'époque. Ouais, enfin, dans les années 72, c'est vrai, mais on parlait déjà. C'est pas tout le monde qui voyait ce qui allait arriver dans les 20 prochaines années. Super. Écoutez, messieurs, merci beaucoup de votre présence. Ça me fait très plaisir d'avoir des innovateurs comme vous présents aujourd'hui sur le stand. Alors juste, puisque Moya est là. Vous savez qu'il y a un concours de l'innovation sur le village de l'innovation SBLM. Patrick Moya nous a fait le plaisir d'offrir aux gagnants 3 petits trophées des œuvres Moya. Donc je vous propose qu'on fasse une petite photo tous ensemble puisque Patrick est là aujourd'hui. Comme ça, c'est comme si vous aviez gagné le trophée. Merci à vous.